Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule Rideau sur l'OCS que retient l'Afrique. Sur cette page de garde, que vous voyez un peu avec des photos, 4 photos au total, nous avons, bien sûr, vous le reconnaissez, le trio du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenu en Chine cette semaine, et juste à côté, le président Trump avec son tableau tarifaire des droits de douane à imposer. Et pour les photos du bas, nous aurons le temps de revenir là-dessus pour conclure avec. Mais en attendant, je vais partager avec vous un échantillonnage de vidéos et d'audio que je juge utile pour notre compréhension de ce qui s'est passé là-bas. Ces 3 pays que vous avez mentionnés sont tous des membres de BRICS, probablement l'organisation. Nous sommes toutes des économies majeures, des puissances politiques majeures dans le monde et des grands membres de BRICS. L'Inde et la Russie entretiennent traditionnellement des relations très solides depuis longtemps. Je pense que ces dernières années, Washington a démontré un certain intérêt pour, je le cite, le président Trump, détacher l'Inde de la Russie et de la Chine, en les pilant comme un oignon. Washington considère l'Inde comme une force possible pour forger une relation pour contenir la Chine. C'est de la haute stratégie. Du point de vue de la Chine, nous ne voulons certainement pas que cela se fasse. Et nous aimerions avoir à revenir à la famille des BRICS, plus alignée sur les pays de masse continentale eurasienne, comme la Chine et la Russie. Les dirigeants des 3 pays qui se réunissent cette fois dans une ville chinoise envoient un message fort que les 3 pays sont unis. Même en dépit de certains problèmes dans le passé, en particulier entre la Chine et l'Inde. L'an de l'avant, le référencement est un excellent point de départ, une excellente opportunité pour approfondir cette relation. Regardez les pays membres de l'OCS, vraiment des pays les plus importants. Des grandes économies, des pays plus puissants et aussi politiquement plus influents que quiconque. Peuvent cultiver une meilleure relation. Cela aide tout le monde, répandre l'influence de l'OCS partout dans le monde. Du point de vue global, ils seront très influents. Bon, en gros, c'est ceci. Bien, en gros, c'est ceci. L'OCS a en son sein un certain nombre de membres de points, des membres observateurs et aussi des membres visiteurs ou invités. C'est essentiellement les pays de l'Eurasie, donc limités donc à certains pays de l'Eurasie, dont les têtes de pont sont la Chine, l'Inde et la Russie. Bien, du point de vue économique, ces 3 pays sont également membres des BRICS, c'est ce qu'il dit, et que pratiquement, pour faire face à un certain nombre de pressions qu'ils avaient subies dans le passé, et qu'ils pensent, c'est M. John Gong, c'est un spécialiste des affaires économiques et stratégiques de cette partie du monde. Il pense que c'est une bonne chose pour tout le monde et pour l'avenir des relations dans le monde, c'est ce que
Sans plus tarder, passons au suivant. Le suivant, bien sûr, c'est la démonstration de force militaire. Donc, passons du plan économique au plan militaire. Ici, particulièrement de la Chine. Ça, c'était hier, le défilé sur la place Tiananmen à Pékin. Alors que la conférence économique a eu lieu dans le siège à Tianjin. Le défilé motorisé. Où ils ont exposé tout leur armement. On ne verra pas tout, hein. C'est juste un échantillonnage pour nous faire une idée de là où la Chine et ces pays individuellement sont arrivés économiquement et militairement. En 2025, bien sûr. Et puis, après ceci, nous allons écouter un expert américain, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, le représentant permanent. Le DVD des avions et autres. Visiblement, la Chine a fait beaucoup de progrès et se tient prêt à protéger ses acquis. Là, c'est le 80e anniversaire de la capitulation du Japon. Et la Deuxième Guerre mondiale s'est passée surtout avec le Japon, qui a finalement capturé. Voilà. Et nous allons passer au spécialiste, ambassadeur Matt Whitaker, l'ambassadeur US auprès de NATO. Voilà un élément de Fox qui ne dure pas longtemps. Ça vaut la peine de l'écouter. These other countries respond. And China, I mean, most of the military equipment that they demonstrated in this parade was technology most likely stolen from the United States or our allies. And they can't fight the United States if they tried. We are the only world superpower with the biggest, strongest economy, and that's what we need to continue to do. We need to continue to invest in our defense, and we also need to make sure that we continue to protect the American dream and the American entrepreneur. Where these other countries are having to respond, and China, I will note, I mean, most of the military equipment they demonstrated in this parade was technology most likely stolen from the United States or our allies, and they couldn't fight the United States if they tried. We are the only world superpower with the biggest, strongest economy, and that's what we need to continue to do. We need to continue to invest in our defense, and we also need to make sure that we continue to protect the American dream and the American entrepreneur. Bien. Voilà. Voilà donc ce qu'il, bien sûr, en tant que représentant des États-Unis aux Nations Unies, il ne va pas dire autre chose, hein. Il défend sa chapelle. D'abord dans la forme, ça vous êtes bien au courant, une forme très condescendante, parce qu'il dit que la plupart des équipements des Chinois, c'est vrai, il y en a de beaucoup, mais ce sont des équipements qu'ils ont copiés
des États-Unis et de ses alliés. Et que de toute façon, ils ne peuvent même pas les battre eux. Hein. Ils ont une économie toujours puissante, technologiquement, bon, ils sont solides. Et tout ce que les États-Unis ont à faire, les États-Unis et ses alliés ont à faire, c'est de continuer à faire ce qu'ils font, à produire et à approfondir ce qu'ils ont déjà. Comme vous le voyez sur la gauche, eh bien, il y a le représentant de la Corée qui a rejoint, donc, après la conférence de Tianjin à Pékin pour participer au défilé également. Comme vous le savez, ce sont également la Corée du Nord. La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Là, nous avons 3 puissances nucléaires qui donc se trouvent dans l'Asie. Bien, avant que je n'aille plus loin, on constate quand même que du point de vue économique et militaire, le centre de gravité du monde se déplace vers l'Asie. Mais écoutons un spécialiste français du nom de Paul Boer qui, ma foi, modernité, l'équipement et le matériel dépassent les États-Unis et la plupart des opérateurs européens. La plupart des Occidentaux ou des démonstrateurs, du point de vue matériel, la Chine dépasse largement les États-Unis et tous les pays occidentaux. Eux ne sont que des démonstrateurs alors que la Chine les a en plusieurs exemplaires et a comblé son retard en technologie qui était leur insuffisance après la Deuxième Guerre mondiale. Et que selon les rapports, nous allons écouter 2 fois, mais selon les rapports, la Chine et tous les autres dépassent militairement, non seulement économiquement, dépassent militairement l'Occident, y compris les États-Unis. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas aller trop dans les détails parce que c'est encore un secret. La Chine a appris de sa plus grande difficulté historique en matière militaire, la guerre de Corée, il y a 70 ans, qu'elle ne pouvait survivre. Je vous laisse écouter en direct parce que les alliés occidentaux avaient ce la tuto. technologie. La Chine a résolu ce problème, elle a désormais la masse et la technologie. La démonstration de demain, selon la liste de présentation des matériels qui seront dans le défilé, qui va durer un peu plus d'1h30 à 9h du matin sur l'avenue et la place Tiananmen, c'est la plus grande démonstration de modernité, d'équipement et de matériel dépasse les États-Unis et la plupart des opérateurs européens. La plupart des Occidentaux ou des démonstrateurs, la Chine a fabriqué en série des dizaines, des centaines de milliers de drones, des porte-drones, des équipements capables d'anéantir la flotte américaine, notamment des équipements anti-porte-avions, des lanceurs d'engins nucléarisés ou pas qui dépassent désormais 10 km, donc capables d'atteindre les États-Unis n'importe où sur leur territoire. Les éléments qui ont été donnés hier par les Américains, sur lesquels je ne m'étendrai pas parce qu'ils ne sont pas publics, indiquent désormais un équilibre stratégique avec la Chine. Si on rajoute la Chine, l'Inde, l'Iran, la Corée du Nord et leurs camarades, c'est la plus grande coalition anti-occidentale supérieure démographiquement, économiquement et surtout militairement une première dans l'histoire moderne. Bien. Voilà donc la conclusion de M. Boer est que démographiquement, militairement, économiquement, eh bien, on ajoute la Corée du Nord, les pays de l'OCS et la Corée du Nord dépassent largement les pays de l'Occident, y compris les États-Unis, en matériel. Et que s'agissant de matériel montré, la Chine, les matériels modernes, que ce soit des drones ou autres, la Chine les fabrique en série, alors que les autres pays fabriquent en tant que démonstrateurs, c'est-à-dire juste pour les démonstrations des salons et pour les ventes, etc. Voilà. Donc, et que, il a bien insisté là-dessus, c'est
encore pas officielle, mais c'est une réalité. Ces pays dépassent, du point de vue de population, donc démographique, du point de vue économique et du point de vue militaire, dépassent largement l'Occident. Dans la mesure où la Chine et tous les autres disposent des armes qui peuvent atteindre depuis chez eux les États-Unis, n'importe quelle partie des États-Unis, n'importe quelle partie des pays occidentaux, les porte-avions ou quoi que ce soit, etc. Bien, mais la stratégie donc chinoise et de tous ces pays, c'est donc défensive, basée sur une doctrine défensive. Ils ne sont jamais les premiers à attaquer. Voilà. Nous sommes revenus sur cette page de garde. Et pour nous, bien sûr, on voit que, tiens, l'Afrique, nous avons retenu beaucoup de choses. Il y a pas mal d'enseignements, que ce soit l'Ouest traditionnel, ou l'Eurasie, aussi etc. Eh bien, de nouveaux pôles économiques se forment dans le monde, ce qui est une bonne chose pour nous, qui avons pendant longtemps été dominés par l'Occident, depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, vous connaissez l'histoire, et nous nous battons depuis donc ces derniers 65 ans avec notre situation de néocolonisation. Et sur les 54 États que nous sommes toujours du point de vue idéologique disparates. Nous nous regardons pas dans la même direction. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais il y a des efforts de fait. Des efforts de fait. Je commence par le Sénégal, il y a de très bonnes choses, même si c'est un régime sorti des urnes avec le PASTEF. Il y a des choses intéressantes de fait qu'il faut reconnaître. Mais arriver maintenant dans le Sahel, dans les 3 États du Sahel, de l'Alliance du Sahel, il y a bien sûr le Burkina Faso, le Mali et le Niger. De bonnes choses également sur tous les plans. Sur tous les plans. La priorité étant bien sûr, comme nous le savons, la lutte contre le djihadisme. Enfin, ce qu'ils appellent djihadisme, c'est-à-dire contre le terrorisme. Et nous savons également que, soi-disant djihadisme, c'est la fabrication de qui équipe les désœuvrés, les entraîne, les finance et les manipule, les instrumentalise pour déstabiliser nos États. Ce qui fait que même les États côtiers sont déstabilisés. L'Afrique est déstabilisée jusqu'à Mozambique. Et tout ça, bien sûr, c'est leur œuvre pour pouvoir pérenniser leur domination sous une forme moins visible, comme ils disent eux-mêmes, pas militairement, mais pas d'autres chemins pour ne pas nous permettre de prendre notre envol. Et de très bonnes choses dans l'Alliance du Sahel se font. Ça nous donne de l'espoir. Il y a essentiellement l'effort qui est fait pour puiser dans le potentiel local. Bon, l'exemple du Burkina Faso, le Faso Mebo, et c'est ma foi, à partir des ressources financières de la diaspora et des communautés elles-mêmes, on construit des routes là où on peut, on répare, on achète même du matériel militaire pour continuer la guerre contre le terrorisme. Dans les 3 pays, c'est pas seulement au Burkina Faso. J'ai plusieurs exemples parce que c'est récent pour vous montrer. Chèque, par exemple, pour livrer 400, je crois, tonnes de ciment pour faire des routes, etc. Bien. Mais ce qui est intéressant à voir, Trump continue, sa stratégie est de retirer l'Inde, de détacher l'Inde de la Chine et de la Russie. Et ils ont essayé avec l'Afrique du Sud, ça n'a pas tellement marché. A essayé également avec le Brésil, ça n'a pas marché. Avec l'Inde, et c'est à coup de tarifs douaniers, des taxes, des droits de douane que Trump cherche à les assommer pour qu'ils renoncent. Bien. La photo qui est juste en bas de ces dirigeants du monde, c'est la carte, ma foi, une partie de l'Europe et une partie
de l'Asie, de l'Union soviétique, etc. Et c'est les gazoducs. Vous savez qu'avant, la Russie, la Fédération de Russie, fournissait du gaz à travers l'Ukraine à l'Europe. Ils ont arrêté tout ça, bombardé des choses, etc. Eh bien, à la dernière conférence de l'OCS, il y a eu des rapprochements entre l'Inde et la Chine, parce qu'ils ont toujours eu des problèmes de frontières entre elles. Maintenant, ils vont résoudre tout cela de manière pacifique. Entre l'Inde et la Chine et la Russie, il y a toujours eu de bonnes relations. Et bien sûr, la Corée tout au nord là-bas, il a même fourni des troupes pour aider la Russie, pour donc combattre en Ukraine. Bien. Ce gazoduc qu'ils ont arrêté, toujours cherchant à asphyxier la Fédération de Russie, même si Trump l'a invité en Alaska, etc. Et après, ils vont mettre des tarifs sur les autres, 50%, 100%, il faut. Les autres ont déjà annoncé la couleur, quel que soit le cas de ce que vous faites. Nous ne sommes pas prêts à nous plier. Notre politique intérieure et internationale ne se décide pas à Washington. Ni à Washington, ni à Paris, ni à Londres, ni à Berlin. Donc là, ils sont clairs là-dessus. Donc ils ont réaménagé la situation. Voyez, ils ont réaménagé la situation. C'est bien que ce gazoduc qui a été arrêté, ils vont le reconstruire ce gazoduc qui va alimenter directement l'Inde en pétrole et en gaz russe. Bien. L'Inde raffine plus qu'il n'en a besoin et l'excédent, il le vend aux Européens ou qui veut. Ce sont les Européens qui achètent. Voilà. Donc, l'Inde a trouvé par ces négociations de l'OCS, c'est un des résultats importants, à réorienter, continuera à faire ses relations diplomatiques, internationales, et continuera. L'Inde est beaucoup plus vivant en autarcie, parce que l'Inde peut vivre sur elle-même, un peu, et bien continuera. Et la plupart des échanges comme dans BRICS se font dans les monnaies locales. Donc, ils ont mis de côté le dollar. Donc, on parle de dédollarisation. Pour eux, c'est concret, c'est effectif. Voilà un peu cela. Bon, donc, du point de vue sanctions, ils savent comment faire face à cela. Ils comptent sur eux-mêmes, sur leurs ressources internes, localement, ou alors dans chacun de ces groupes, l'OCS ou dans BRICS, continuer à produire donc pour la paix du monde. Mais ils disent bye-bye aux sanctions internationales, sanctions de SWIFT, etc., etc. Maintenant, du point de vue militaire, tous ces pays réunis, plus la Corée du Nord, ils sont plus puissants que l'Occident, même si, avec une certaine condescendance, le représentant USA aux Nations Unies dit que tout ça a été copié. Eh bien, ma foi, en gros, c'est de dire qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont bêtes, mais eux, ils ont plusieurs exemplaires. Tous ces moyens modernes à utiliser en cas de guerre. Donc, venez. En gros, c'est ce qu'ils veulent dire. Eux, ils sont prêts. Ils peuvent donc atteindre les États-Unis, atteindre l'Occident. Je ne parle pas du Japon. Le Japon est juste à côté d'eux. Donc, le Japon ne parle même pas. Le Japon n'a pas d'armes atomiques. Déjà ça, du fait de son histoire. Je ne me moque pas du Japon. C'est par sagesse. Cela. Bien. Donc, tous ces cris de guerre, de troupes au sol en Ukraine, etc., c'est beaucoup de vent. D'accord. Maintenant, s'agissant de cela, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'Afrique. Où en sommes-nous avec nos gérontocrates, nos autos et ineptocrates?
Où en sommes-nous? Je ne dirais même pas que nous sommes à la remorque, que nous sommes arrimés à un monde. C'est bien notre situation de neutralité positive, mais dans le même temps, il est temps qu'en Afrique, nous commençons à mettre de côté nos auto-ineptocrates. Nous devons trouver les moyens pour le faire coûte que coûte, pour ne serait-ce qu'arriver à regagner notre souveraineté et par des coopérations à gauche et à droite, sans donner la primauté à une puissance unilatéralement, comme nous avons fait dans les pays francophones avec la France. Nous étions la chose, l'Amérique latine était la chose des États-Unis, l'Europe de l'Est, c'était la chose de l'Union soviétique. Maintenant, ça, c'est fini. Nous sommes dans un monde, disons, multipolaire. Et l'Afrique, ma foi, le minimum que nous devons faire, le premier pas, c'est d'éliminer nos gérontocrates. Là, je pense au Cameroun, avec Aïdja, les Sassou Nguesso, les autocrates ou ineptocrates. Je me contenterai des pays de la France-Afrique ou du précaré français. Alassane Dramane Ouattara, Talon ou le successeur de Talon. Il y a une dictature soixantenaire sanguinaire. C'est vrais ineptocrates. Et ma foi, il y en a d'autres. La Centrafrique se débrouille, on ne sait pas trop, assise entre deux chaises, tout comme le Sénégal. Mais nous sommes là, nous vous observons. Éliminer nos ineptocrates, nos autocrates, nos gérontocrates et mettre en place une politique de souveraineté totale. Du respect de notre souveraineté dans tous les domaines. Ça commence bien sûr par une monnaie, notre monnaie à nous. Comme ça, on pourra dire bye bye CFA, qui est une propriété française de la banque française. Quels que soient les aménagements que l'on fait, ça n'appartiendra jamais au pays qui utilise cette monnaie en Afrique. C'est une sous-monnaie. Bien, ça c'est un. Et puis militairement, nous équiper et nous commencer nous aussi à fabriquer du matériel militaire. C'est vrai que nous sommes très loin derrière. Nous sommes très loin derrière l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous sommes très loin derrière les grands pays de BRICS. Mais les possibilités sont là. De possibilités de diversification. Donc c'est le deuxième point. De diversification de notre économie, diversification de nos matériels militaires jusqu'à ce que nous ayons les cadres qu'il faut pour nous-mêmes, par un certain zonage, fabriquer en Afrique noire du matériel militaire que nous achetons nous-mêmes d'abord, etc. Je ne dis pas que chaque pays doit produire, non, on va zoner. Voilà. Et au niveau de l'Union africaine, je ne parle même pas de la CEDEAO. Nous sommes toujours inféodés. Nous ne pouvons pas nous comparer à l'OCS ni au BRICS. Donc nous sommes toujours à la traîne 65 ans après nos indépendances formelles. D'où il y a lieu, c'est urgent. Urgent de prendre nos dispositions et commencer à appliquer les 4 R s'agissant des pays francophones. Basé sur le respect de notre souveraineté, le respect du choix de nos partenaires, respect et, ma foi, défense des intérêts de nos populations. Quand je dis de nos populations, c'est la grande majorité de nos jeunes,
nos jeunes sont obligés de migrer ailleurs, et ils s'en vont mourir dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique. Je le dis souvent. Ils viennent même sur des petits bateaux de fortune jusque le cadavre qu'on prend. On retrouve dans la Caraïbe, dans la mer des Caraïbes. Non, c'en est assez. Et le frein à notre décollage, ce sont justement ces autocrates, ces inocrates et gérontocrates qui continuent à faire la loi dans nos pays. Donc, la priorité, c'est trouver les moyens pour se débarrasser. Les pays où électoralement, vous pouvez le faire, faites-le. Mais il n'y en a pas beaucoup dans ce cas. Il n'y en a pas beaucoup dans ce cas. D'où, un pays comme le Togo, un pays comme le Bénin, vous devez vous lever et continuer à faire le travail de prise de conscience, d'explication. Et quand cette explication, cet éveil va prendre, comme je le dis toujours, notre combat, le symbole pour moi, c'est donc une autoroute avec plusieurs entrées et plusieurs sorties. Ce n'est pas toujours ceux qui commencent ce combat qui vont voir la fin. Mais nous devons changer de comportement, que ce soit au plan de la démographie, au plan de l'économie, au plan militaire, c'est-à-dire de la défense et de sécurité pour nos populations. Parce que l'Occident fera tout, ils nous l'ont déjà dit, ils vont revenir nous recoloniser. Ils vont revenir nous recoloniser. Non, ils sont déjà là. Avec tous les espions que nous attrapons à gauche, à droite. Au Burkina Faso, je crois, il y a 48 heures, il y en a eu. Au Mali, à moins d'une semaine, il y en a eu qu'on a pris. Avant ça, au Burkina Faso, on en a pris. Au Niger également. Donc, ma foi, ils sont déjà là. Ils vont pas revenir dans 10 ans, comme le disait François Lecointre, l'ancien chef d'état-major, ou d'autres espions, tels que Vincent de Cournet, ex-DGSE, donc le service secret français. Ils sont pleins. Et ils ont des cellules de dormant dans notre pays. C'est sur ça qu'ils comptent pour revenir. Nous devons tout faire donc pour nous débarrasser de ces obstacles humains que sont nos ineptocrates, nos autocrates, nos gérontocrates intérieurs, et ensuite régler des comptes à leurs suppôts qui sont cachés, avec bien entendu une population plus consciente, déterminée, qui au moindre problème volent au secours de leurs dirigeants, comme ça se passe dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Voilà, messieurs, dames, je ne suis pas pessimiste. Tout n'est pas rose, mais il y a de l'espoir dans la mesure où il y a un certain nombre de choses qui se font que nous devions approfondir, amplifier et prendre les mesures qu'il faut pour nous débarrasser des obstacles humains endogènes de nos États. Bon, voilà en gros ce que j'ai à dire sur ce sujet. Et pour finir, le centre de gravité du monde, comme je le dis, s'est déplacé de l'Occident vers l'Orient. Grâce à ces regroupements, OCS plus BRICS, plus cela. Et l'Afrique est quelque part là-dedans, nous jouons une certaine neutralité positive, mais ça ne nous permet pas de penser même à nous arrimer aux autres. Nous sommes loin derrière. Nous n'avons pas les roues suffisamment solides pour nous arrimer à eux. Alors nous devons tirer le leçon de tout cela. Et pour ceux qui m'écoutent, c'est pas parce que je suis désespéré pour l'Afrique. Nous avons un potentiel énorme.
potentiel humain est là, le potentiel du sous-sol, de nos rivières, de nos sols et de notre espace aérien. Si nous mettons tout cela, normalement, l'Union africaine va pouvoir, parfois, en anglais on dirait harness, va pouvoir rassembler tout cela pour leur donner une certaine impulsion. Mais non, ils sont incapables. Ce sont des fonctionnaires, des diplomates. Ils attendent que les pays étrangers leur donnent de l'argent, l'Union européenne, et autres leur donnent de l'argent, ils ont des salaires, ça va. Ils font leur politique, pas une politique développée d'Afrique. La CEDEAO, n'en parlons même pas. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, d'écouter mes lamentations jusqu'à la fin, si vous le faites. Je vous félicite et à bientôt pour mon prochain.